Au Mali, une opération attribuée à des combattants russes d'Africa Corps relance les inquiétudes sur les violences visant les civils. Selon Human Rights Watch, 9 personnes ont été tuées. L'organisation cherche désormais à établir les circonstances des faits et les éventuelles responsabilités. À la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, un éboulement a enseveli plusieurs dizaines d'orpailleurs. Les secours poursuivent les recherches sur ce site connu pour sa dangerosité. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les circonstances du drame. Bonsoir à tous et bienvenue. Human Rights Watch accuse les combattants russes d'Africa Corps d'avoir tué 9 civils dont 4 mineurs le 10 juillet dernier à Bombori dans la région de Mopti dans le centre du Mali. Dans un rapport publié jeudi 20 août 2026, l'ONG documente également des passages à tabac, des pillages et des incendies de maisons lors de cette opération menée aux côtés de soldats maliens. 9 civils tués dont les plus jeunes étaient âgés de seulement 6 ans. Des dizaines d'habitants battus, des maisons pillées et incendiées. C'est le bilan dressé par Human Rights Watch de l'opération menée le 10 juillet par Africa Corps dans le quartier Peul du village de Bombori. Si le niveau de violence de l'opération ne surprend pas, Hilaria Aller-Grozi, autrice du rapport de Human Rights Watch, la chercheuse s'interroge néanmoins sur le degré d'autonomie dont semblent disposer les plus combattants russes au Mali. Plus d'une centaine de combattants d'Africa Corps étaient pris contre seulement 3 ou 4 soldats maliens et ces derniers avaient principalement un rôle d'interprète. C'est important de dire ça pour la question de la responsabilité. Pouvoir établir clairement qui a donné les ordres, qui a commis les crimes, qui doit rendre des comptes, le but probable de l'opération, obtenir des informations sur les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim liés à Al-Qaïda qui contrôlait Bombori depuis 9 ans. Selon les témoins interrogés par l'ONG de défense des droits humains, cette opération confirme une tendance. Les civils se retrouvent pris entre deux feux, pris en étau entre les violences de groupes armés islamistes et des forces censées les protéger. Toujours d'après le rapport, aucun combattant du Jinim n'était présent à Bombori au moment de l'opération d'Africa Corps. Les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR se sont intensifiés ces derniers jours au Kordofan du Nord et dans l'état du Nil Bleu dans l'ouest et le sud du pays. Sur le terrain, l'armée affirme avoir repoussé une nouvelle offensive des paramilitaires au Kordofan du Nord tandis que les FSR progressent dans le Nil Bleu. Autant de combats qui ont forcé de milliers de civils à fuir. Au Soudan, les combats s'intensifient sur plusieurs fronts, dont le Kordofan du Nord. Les forces de soutien rapide, les FSR, ont mobilisé des troupes pour tenter de reprendre des localités récemment reconquises par l'armée, notamment Bara et Jabrat el-Sheikh. Mais l'armée affirme avoir frappé plusieurs de leurs rassemblements, notamment en convoi visé mardi par des drones. Elle dit avoir détruit une 50aine de véhicules militaires et intercepté 3 drones chinois utilisés par les paramilitaires. Des forces spéciales ont également été déployées autour d'El Obeid, la capitale régionale. L'armée annonce la reddition de 315 combattants des FSR, dont leur commandant Moussa Khamis. Elle fait aussi état de la mort de Youssef Abkarang, un responsable paramilitaire accusé d'extraction à Khartoum après une frappe de drone. La situation est en revanche plus favorable au FSR dans l'état du Nil Bleu. Les paramilitaires disent désormais viser Damazin, la capitale de l'État. Près de 10 000 personnes ont fui les combats dans un contexte humanitaire déjà très précaire selon l'OIM et des médecins soudanais. Et puis un éboulement s'est produit dans l'après-midi de mardi 18 août sur un site d'exploitation aurifère situé à Zamboy, près de Garoua, Boulaye, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Selon les autorités locales, 107 victimes ont déjà été extraites de la boue. Les recherches se poursuivent et le bilan pourrait s'alourdir.
L'incident s'est produit aux alentours de 14 heures alors que plusieurs centaines d'orpailleurs se trouvaient sur le site, rapporte à Yaoundé Richard Onanena. Des images filmées par des témoins montrent une masse de terre se disloquer au sommet d'un cratère béant et ensevelir des dizaines d'orpailleurs, pour la grande majorité des clandestins qui creusaient en contrebas. Abdon Adamou, maire de Garoua Boulaye, dernière ville côté camerounais située à quelques kilomètres du site, explique comment cette masse de terre s'est formée. Les déblais extraits pour atteindre le gravier contenant l'or se sont progressivement accumulés jusqu'à former une grande montagne de boue dans laquelle des orpailleurs artisanaux venaient à leur tour chercher des petites quantités d'or. Comme il pleut beaucoup ces derniers jours, la pluie a pénétré loin à l'intérieur de cette montagne de boue. C'est comme ça que ça a commencé à se fissurer et que ça a provoqué l'éboulement. Selon les premières informations, cet éboulement a été provoqué par un effondrement de plusieurs galeries souterraines dans lesquelles des mineurs opéraient, précise le parquet de Baboua dans un communiqué. Une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte et confiée au commissariat spécial de Béloko afin notamment de déterminer le bilan des dégâts, identifier les victimes ou leurs ayants droit, mais encore déterminer les causes exactes de l'effondrement. Le ministre des Mines de Centrafrique s'est rendu sur place pour suivre les opérations et devrait prochainement s'exprimer sur cette tragédie qui suscite une vive émotion dans le pays. Depuis, les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants. Gwessa Gatien, le coordinateur de l'organisation de l'association Asprocial à Garoua Boulaye. Le site des Zamboy est connu pour être l'un des plus dangereux dans cette zone frontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Au Sénégal, le chef de l'État n'a pas l'intention de promulguer tout de suite les deux textes portés en ce moment par le PASTEF à l'Assemblée nationale. Cette tournure juridique confirme le bras de fer engagé entre le camp de Bassirou Diomaye Faye et celui d'Ousmane Sonko à travers deux propositions de loi. La première, déjà adoptée ce lundi par les députés, concerne la déclaration de patrimoine du président en fin de mandat. La seconde, encore en attente d'examen, vise à contrôler les fonds secrets, ces enveloppes destinées à financer les dépenses sensibles à l'État. La majorité PASTEF redoutait des manœuvres de manipulation de l'exécutif en clair, une promulgation retardée par le chef de l'État. Largement adoptée à l'Assemblée lundi, la disposition sur la double déclaration de patrimoine de haute autorité sera en effet soumise à un référendum, a annoncé le gouvernement lundi 17 août. À ce qui dénonce un blocage politique, Aminata Touré, superviseur du parti présidentiel, Kiara répond « On ne peut pas changer la constitution tous les 2 jours. Les Sénégalais souhaiteraient qu'on se concentre sur l'amélioration du pouvoir d'achat. » Pendant ce temps, l'Assemblée nationale veut empêcher justement cette quiétude-là du gouvernement, notamment en votant tous les 3 jours des lois qui, pour l'essentiel d'ailleurs, se heurteront à un problème de constitutionnalité. C'est aussi le cas selon l'exécutif de la proposition de loi sur le fonds secret. Le PASTEF veut mieux contrôler ces enveloppes réservées à la primature et à la présidence à travers une commission restreinte de députés. Le gouvernement a de nouveau déposé un recours le 18 août devant le Conseil constitutionnel, estimant que l'Assemblée nationale empiète sur des compétences réservées à l'exécutif. Ce n'est pas « voilà pour exécuter ». Vous avez l'autorisation de l'Assemblée. On va contrôler ce que vous avez exécuté. Non, on n'est pas dans un régime parlementaire. L'exécutif, le président de la République a ses prérogatives fixées par la loi et le Conseil constitutionnel. Je pense le rappellera, estime Aminata Touré. La proposition de loi devait être examinée ce mercredi 19 août à l'Assemblée nationale. L'examen de la proposition de loi sur les crédits spéciaux prévus ce jour est donc suspendu, affirme le groupe parlementaire PASTEF. Un nouveau scandale de corruption éclabousse la présidence de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a limogé ce mercredi Irina Moudra, l'une des plus hautes responsables de son cabinet, quelques heures seulement après l'annonce de plusieurs perquisitions visant des membres du bureau du président et un député ukrainien par les autorités anticorruption ukrainiennes. Irina Moudra est soupçonnée d'avoir participé à une opération de blanchissement. Le contexte n'arrange rien, puisque le limogeage d'Irina Moudra intervient au lendemain des vives critiques de l'ex-ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, lui-même limogé en juillet, qui a dénoncé la corruption en Ukraine et appelé à organiser des élections présidentielles.
Dans la matinée de mercredi, l'agence anticorruption ukrainienne et le parquet spécialisé dans ces affaires avaient annoncé sur Telegram mener une opération spéciale visant à démanteler une organisation criminelle qui opérait sous la direction d'un député ukrainien en exercice et d'un ancien député, avec la participation des hauts responsables de la présidence ukrainienne et d'autres personnes. Dans la foulée, Irina Moudra a été démise de ses fonctions. Au cœur de cette affaire tentaculaire, le blanchiment de 150 millions de hryvnias afin de payer la caution d'un accusé dans une autre affaire de corruption majeure qui avait secoué l'Ukraine en 2025. Selon les enquêteurs, cet argent aurait été utilisé pour faire libérer Herman Halutchenko, ancien ministre de la Justice de Volodymyr Zelensky, poursuivi dans une vaste affaire de détournement de fonds dans le secteur de l'énergie. Il avait été remis en liberté en juin et c'est là qu'intervient Irina Moudra selon les enquêteurs. Cette haute responsable de la présidence a été chargée de collecter l'argent pour la caution puis de transférer la somme via la banque publique Sensbank tout en contournant les contrôles financiers. L'enquête vise aussi des dirigeants de cette banque, un député et un ancien parlementaire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la fois, c'est l'actualité en continu.